bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier nouveau chapitre de l'année avec Gaël Derive qui est effectivement un grand spécialiste. Vous lisez peut-être ses chroniques dans le journal Le Point, sur lepoint.fr, puisque vous chroniquez régulièrement, je ne sais pas s'il y a un rythme précis, toutes les semaines. Vous racontez d'ailleurs aussi votre périple sur lequel on va revenir ce soir. Ça fait donc 15 ans que Gaël Derive travaille sur le dérèglement climatique, d'abord dans les laboratoires de recherche, CNRS, l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et puis avec des collectivités pour mettre en place les plans climat-énergie territoriaux. Juste une parenthèse, vous dites dès la page 5 que vous êtes devenu, malgré vous, pratiquement un spécialiste du dérèglement climatique. Pourquoi dites-vous malgré vous d'ailleurs? Vous avez un micro juste à côté de vous normalement sur le siège. Ça m'inquiète s'il n'y en a pas par contre, oui, ça va. Pourquoi malgré vous, oui. Bonsoir. Avant que je continue la présentation. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Malgré moi, tout simplement parce que je ne m'étais pas projeté à même travailler sur le climat ou sur le changement climatique. C'est venu petit à petit, je l'expliquais même cet après-midi, on m'a posé déjà la question. Ça veut dire que j'ai une formation de scientifique. Quand on était à mon époque, il y a une vingtaine d'années à l'université, on travaillait sur la physique fondamentale. Et puis il y avait une petite option où on était simplement quatre personnes, et on travaillait sur la géophysique. Alors c'était fabuleux, hein, on travaillait sur les glaciers autour de Grenoble, près de chez moi il y a encore des glaciers, donc on allait dessus pour comprendre comment ça fonctionnait sur l'atmosphère. Et puis de proche en proche, je me suis intéressé à cette problématique. J'ai travaillé sur les glaciers alpins, et puis ensuite en Afrique avec l'IRD justement pour travailler sur de la modélisation climatique, modéliser la mousson ouest-africaine dans des pays d'ailleurs aujourd'hui où c'est assez compliqué d'intervenir, hein, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et puis ensuite j'ai continué, on m'a dit, à cette époque je disais déjà, il y a le changement climatique, il y avait déjà les rapports du GIEC, il faut agir au niveau de nos collectivités sur des plans climat, et on m'a dit, Gaël, travaille sur le plan climat, et donc on m'a confié un travail au sein de l'agence locale de l'énergie sur le premier plan climat lancé en France à l'échelle d'une agglomération, c'est l'agglomération de Grenoble, c'était en 2005. Donc on m'a donné les clés, on m'a dit vas-y, maintenant à toi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on reste humble aussi à ce moment-là, hein, quand on est sur le terrain, hein, vraiment en tant que cheville ouvrière, l'agence locale d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis derrière, j'ai commencé à faire des films et donc à tirer la ficelle du scientifique en passant par les collectivités, et avec cette vision de terrain que je voulais avoir avec le bout de film que vous allez voir en Éthiopie. Oui, ouais. Mais j'avais vraiment envie aussi de finir par cette réalité. J'étais souvent dans les chiffres, les 2 degrés, les 5 degrés. Et il faut bien rappeler que le changement climatique, c'est pas simplement 2050 ou 2100, c'est aujourd'hui, et c'est partout à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aller sur le terrain, rencontrer Jenny, Satou, Nipa, pour comprendre de l'intérieur ce qui se passait en ce moment vis-à-vis du changement climatique. Car ce changement climatique, effectivement, ils sont nombreux dans le monde à le vivre au quotidien. Donc il y a 5 ans, vous êtes rendu en Arctique, en Éthiopie, en Amazonie, au Bangladesh, au Népal et enfin au milieu de l'océan Pacifique. Et sous ces 6 latitudes et altitudes, vous avez, durant 2 ans, rencontré donc 6 hommes et 6 femmes, vous venez de les nommer, vous avez vécu chez eux et vous les avez accompagnés dans leur vie quotidienne. Et leurs témoignages apportent vraiment, je trouve, des réponses sur la problématique du changement climatique. Ça a donné 2 choses. D'abord, un livre qui est paru en début d'année, « Nous aurions dû rester des singes ». Vous le trouverez à la fin de cette conférence pour le modique somme de 5 €. Et puis un film qui résume ce périple donc, dans 6 pays. Vous trouvez également ce DVD pour 10 € à la fin de la soirée. Et on en découvrira un long extrait tout à l'heure à travers Satou, qui est un éleveur en Éthiopie et qui vit au quotidien les sécheresses de plus en plus fréquentes et qui éprouve, vous le verrez, le manque d'eau et d'alimentation, puisqu'il se nourrit seulement une fois par jour. Vous êtes allé donc au Collège de Louet. Je voudrais qu'on vienne juste sur cette petite expérience que vous avez vécue cet après-midi avec des enfants de 6e. Quel type de questions vous posent-ils? Est-ce qu'ils sont déjà très informés sur le sujet? Vous les avez trouvés Alors, ils sont tout petits. Il y avait une classe de 5e qui avait gagné un trophée l'année dernière, et puis une classe de 6e. Ils restent encore petits. Hein, où se trouve l'Éthiopie, où se trouve l'Arctique, ouais. Ils confondent plein de choses. Au niveau géographique, n'empêche qu'ils ont cette vision très terre-à-terre, se dire il se passe quelque chose.
il se passe quelque chose et nous on a envie d'être acteurs aussi. Et ça c'est un message fort, plus que nous pratiquement, où on se dit il faut agir, comment on fait, mais eux ils sont déjà dans ce moule-là du dérèglement climatique. Et ils disent, mais pourquoi on n'a pas ce type de véhicule, pourquoi en termes d'alimentation on modifie pas, pourquoi la déforestation on peut pas l'arrêter. Nous on a envie d'être acteurs et on a envie d'agir sur cette problématique. Et vous les sentez éduqués, sensibilisés par leurs parents sur le sujet ? Finalement assez peu. Là, par exemple, sur cet établissement, il y a des établissements qui tirent un peu, il y a des établissements un peu pilotes, et c'était aussi pour valoriser ce type d'enseignants et de direction et d'établissements qui tirent un peu l'établissement, qui tirent un peu les élèves. Mais finalement, il y a assez peu d'établissements qui sont exemplaires et qui essaient vraiment de travailler là-dessus. C'est pour ça qu'à partir du mois de janvier, d'ailleurs, je vais lancer un gros projet. Ça me rappelle d'ailleurs une grosse parenthèse. Mon livre est aux éditions Indigènes. Et il y a un autre livre qui fait état de l'expérience Podemos. Je ne sais pas si vous connaissez les Podemos en Espagne. Il y a les élections là d'ailleurs. Et ils commencent leur livre par ils en avaient marre d'en avoir marre. Et je pense qu'on est tous là-dedans vis-à-vis du changement climatique. Et moi, le premier, j'en ai marre d'en avoir marre que ça avance pas sur le changement climatique. Et en termes d'éducation au développement durable, si on attend que ça se fasse, en 2016, 2020, 2030, on sera toujours au même endroit. Donc j'ai décidé à partir du mois de janvier de travailler non pas avec une classe ou deux, mais de massifier, de densifier, d'accélérer spatialement et temporellement pour regrouper sans doute 2 ou 3 000 établissements au niveau national pour travailler avec mon film. Et voilà. Et maintenant, on va commencer et on avance. Voilà. Tout est à faire, mais c'est à nous d'agir à notre niveau et de massifier tout ça. Alors tout à l'heure, un peu plus tard, on parlera bien sûr de la COP21, puisqu'on est une semaine après la COP21. Vous nous direz ce que vous en pensez, puisque vous ne nourrissiez pas beaucoup d'espoir avant. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Un point de vocabulaire d'abord, avant de voir l'extrait tout à l'heure. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Vous n'en parlez jamais, vous utilisez plutôt dérèglement climatique. C'est un point de vocabulaire qu'il faut peut-être déjà éclaircir pour commencer. Parce qu'en fait, le réchauffement, c'est qu'une variable parmi les variables climatiques. Derrière climat, il y a toutes les variables climatiques, donc la température. À travers la hausse, c'est le réchauffement. Et puis il y a les autres variables qui se modifient en permanence. Par exemple, les précipitations. On m'a posé la question, par exemple, cet après-midi, on m'a dit « Mais la mousson au Bangladesh, pourquoi il pleut plus ?» Eh ben, c'est une des conséquences du dérèglement climatique. C'est pas simplement la température, c'est, pour faire clair, et ce que je leur expliquais, c'est les endroits à l'échelle de la planète, et on le verra d'ailleurs en Éthiopie, les endroits où il pleuvait peu, il pleuvra encore moins. C'est ce qu'on voit en Éthiopie avec une baisse des précipitations, donc une période sèche beaucoup plus longue. Et puis lorsqu'il pleuvait déjà, par exemple en termes de mousson asiatique, le cœur de la mousson, il pleut davantage. Et c'est pareil au Brésil. Donc ça veut dire que c'est une modification de toutes les variables climatiques. C'est pas simplement le réchauffement. Le réchauffement dont on a eu un chiffre hier, qui est celui du mois de novembre, qui est le plus chaud jamais enregistré dans le monde depuis 1880. Oui, alors au début, j'ai essayé de tenir un Facebook et de mettre les données, de mettre les records. Là, j'ai arrêté parce que de toute façon, on bat les records en permanence. Ouais. C'est début novembre en France, les 15 premiers jours, c'était des records. En novembre, c'est des records. En décembre, c'est des records. Au niveau mondial, 2015, on va battre des records. Et aujourd'hui, d'ailleurs, un fait important, si on s'en tient au réchauffement, c'est que depuis le milieu du 19e siècle, la température, si on se restreint à cette température, a déjà augmenté de pratiquement 1 degré à l'échelle de la planète. Donc le changement climatique, il est vraiment parti. Et si on ne fait rien aujourd'hui, si on laisse faire, on va sur un dérèglement, et en termes toujours de réchauffement, de plus 4 à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est pas acceptable. C'est tout simplement pas acceptable. Là, on bascule. Là, c'est une vraie bascule. Déjà, si on regarde historiquement, ça veut dire que plus 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Je leur posais cette question justement cet après-midi. Je leur disais, à votre avis, depuis combien de temps on n'a pas atteint une telle température, plus 5 degrés par rapport à aujourd'hui? Alors, il y en a qui m'ont dit 40 ans. Il y en a qui m'ont dit des milliards d'années.
mais ça fait en fait 15 millions d'années qu'on n'aurait pas atteint une telle température. Donc c'est pas simplement un petit changement où on va enlever son bonnet, voilà, c'est un vrai changement crucial, voilà, à l'échelle même de l'humanité. Il y a 15 millions d'années, il n'y avait même pas Touma, il n'y avait pas Lucie, il n'y avait personne. Hein. L'émergence de l'humanité s'est créée il y a à peu près 10 millions d'années, donc il n'y avait personne. Plus qu'un basculement, c'est quasiment un point de non-retour. Presque. Alors c'est un point de non-retour à partir d'un certain seuil. Et c'est pour ça que la COP21, pour venir aussi là-dessus, et d'avis des scientifiques, il fallait pas en tout cas il faut toujours pas qu'on dépasse un seuil qui est aux alentours des 2 degrés. On ne sait pas exactement où il est ce seuil, hein. Mais il faut essayer de ne pas dépasser ces 2 degrés, parce qu'au-delà des 2 degrés, déjà c'est très fort. Hein. On le voit par exemple en Éthiopie, pour 8 dixièmes de degré, à peine 1 degré, déjà ce qui se passe au niveau mondial. Hein. Et là aussi, non pas sur l'ours polaire, hein. Souvent je l'aborde dans le livre, l'ours polaire, moi je m'en fiche de l'ours polaire. Hein. C'est simplement comment on va vivre ensemble à 7 milliards, bientôt 11 milliards à l'échelle de la planète. Et on voit déjà pour ce petit degré, ces 8 petits dixièmes de degré sur le XXe siècle, ça touche dès aujourd'hui les besoins fondamentaux des hommes. Hein. L'agriculture, l'alimentation, l'eau potable. Donc ça veut dire que si on part sur une trajectoire haute de 4 à 5 degrés, ça va être terrible. Et justement, il y a un collégien cet après-midi, ils m'ont dit, mais Satou en Éthiopie, mais comment il va vivre ? Comment il va vivre ? Il vit plus. Voilà, il vit plus. Pour beaucoup de personnes, nous on est un petit peu hors sol dans nos sociétés, mais pour la majorité des gens sur la planète, et pour Satou en particulier, par exemple, il pleut, son bétail peut s'abreuver, il peut manger, il mange qu'une fois par jour, hein. Pas le matin, pas à midi, une seule fois le soir, comme 1 milliard de personnes à l'échelle de la planète. Et s'il pleut pas, il perd son bétail, et derrière on sait qu'il perd ses enfants. Par exemple, sur la sécheresse de 2007, il a perdu la moitié de son troupeau, il a perdu aussi un enfant. Donc pour la majorité des gens sur la planète, ils sont sur le fil. Hein. Et ce qu'on décide aujourd'hui au niveau de la COP21, c'est pas simplement des 2 degrés, des cibles, des trajectoires, etc. C'est simplement la vie et le sort de millions d'hommes et femmes aujourd'hui à l'échelle planétaire. Alors et juste pour finir sur ces 2 degrés, c'est qu'effectivement, au-delà de 2 degrés, c'est très fort, 3, 4, 5 degrés. Aujourd'hui, la COP21, si on fait le cumul des engagements, on est sur une trajectoire de 3 degrés. Si l'ensemble des pays respectent leur engagement, 3 degrés, sans contrainte. Donc c'est pas acceptable. Ces 3 degrés, c'est pas acceptable. Et au-delà d'un certain seuil, pour venir à votre question, des 2 degrés, on est dans une certaine irréversibilité. C'est-à-dire quoi qu'on fasse derrière, il y a un certain emballement du système. Même si on était tous exemplaires, le changement climatique continue. La machine s'emballe. Voilà, il y a un emballement inexorablement. Donc il faut vraiment ne pas dépasser ces 2 degrés. Et juste pour finir, pour atteindre ces 2 degrés, et ça c'est notre challenge à nous, hein, à tous, si on veut simplement ne pas dépasser 2 degrés, hein, et dans le texte de la COP21, il parle d'1,5 degré même. Mais 1,5 degré, ils l'ont mis dans le texte, mais ça sert à rien, parce que 1,5 degré, on sait que ce sera inabordable. Voilà, on est déjà hors de cette trajectoire. Donc 1,5 degré, c'est impossible. Ils l'ont mis pour faire plaisir à des pays comme Kiribati, où je suis allé dans le Pacifique, des petits atolls qui sont déjà condamnés. Voilà, donc ils ont mis 1,5 degré. Mais 2 degrés, c'est déjà compliqué, parce que pour atteindre ces 2 degrés, il faut qu'on réduise par 3 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, par 3 en 2050, dans 35 ans. Hein. C'est ce soir, c'est maintenant, hein, c'est tout de suite. Hein. Et ensuite, qu'on soit neutre en carbone, 0 carbone, en 2100, à la fin du siècle. Tout ça simplement pour ne pas dépasser les 2 degrés. Donc vous voyez, c'est pas simplement on va enlever une ampoule et on va y arriver. C'est un changement colossal de nos sociétés. On y reviendra plus en détail encore tout à l'heure. Alors, on va arriver au film petit à petit. Un mot sur le choix de ces 6 lieux. Je rappelle donc Arctique, Éthiopie, Amazonie, Bangladesh, Népal, Océan Pacifique. On voit bien qu'il y a différents types de climats, mais rentrons un peu plus dans la précision de ces climats, parce que vous n'avez pas choisi au hasard ces lieux, évidemment. En fait, j'ai choisi 6 personnes qui représentent les 6 grands climats à l'échelle planétaire. Climat polaire en Arctique, où j'ai rencontré Jenny près du cercle polaire. Et là-bas, même en Arctique, je ne sais pas si je peux parler un peu de chacune de ces personnes. Bien sûr, et puis Satou, on le verra en image. Et Satou, on le verra tout à l'heure. Mais par exemple, Jenny en Arctique, près du cercle polaire, j'y suis allé au mois d'avril. Il faisait moins 20 degrés. Il faisait plutôt chaud. Elle m'a dit, il fait plutôt chaud pour la saison. Pour moi, c'était un petit peu moins évident.
Mais en C'est tout moins cas, 10, quoi. Voilà, 10. en tout cas, toutes les personnes du village m'ont dit, et Jenny, que j'ai rencontrée, elle a plus de 60 ans. Il n'y avait qu'une petite cabane dans le village quand elle est née. Puis aujourd'hui, c'est un vrai village arctique, avec la vision arctique 2015, chauffage au sol, la télé, etc., centrale thermique. Il n'y a plus les igloos. Voilà, ça c'est fini. Les chiens de traîneau, les igloos, c'est fini. Ils sont avec les scooters, etc. Ils sont version 2015. Et par contre, toutes les personnes du village m'ont dit que c'était la première année où la banquise s'est formée après la période de Noël. C'était jamais arrivé. Et même au-delà du 1er janvier. Et même au-delà du 10 janvier. Donc il y avait un gap de 3 semaines. Et ça reste du témoignage, c'est très qualitatif, il faut faire attention. Par contre, quand on croise ça, et c'est aussi mon travail de croiser ça avec des données scientifiques, j'ai toujours cette âme scientifique d'aller gratter un peu les rapports, et bien effectivement, les scientifiques nous disent que la banquise arctique, notamment en été, elle se réduit de façon accélérée, une sorte d'une quinzaine de % tous les 10 ans. Donc il y a une accélération là aussi. Et là, au rythme actuel, il n'y aura plus de banquise en Arctique en été, à la fin de l'été, début septembre, mi-septembre, entre 2060 et 2080. Il n'y aura plus de banquise. Ça veut dire que le destin de la banquise, il est déjà acté. On sait qu'il n'y aura plus de banquise à court terme. Pourtant, la présence de la banquise arctique et le destin de l'humanité sont très liés. Ça nous paraît très loin, tout ça. On se dit finalement, qui est la banquise ou pas de banquise. Déjà, c'est un problème pour l'ours polaire. Voilà. Ça, c'est sûr, parce que ce qui dit plus de banquise, le destin de l'ours polaire, il est acté. Ça veut dire qu'à très court terme, il n'y aura plus d'ours polaire. Mais le destin de la banquise a un impact au niveau global. Ça veut dire que lorsqu'il y a de la banquise, les rayons du soleil sont réfléchis par cette banquise et repartent en direction de l'atmosphère et de l'univers. Si on enlève la banquise, ça va réchauffer l'océan dessous, et puis ça réchauffe l'océan, donc ça réchauffe l'atmosphère, et donc ça fait fondre la banquise et ça s'accélère. On est justement dans ces rétroactions qui sont positives, non pas pour le changement climatique, mais qui sont positives parce qu'ils accélèrent ce changement climatique. Donc ce qui se passe en Arctique, ça nous paraît très loin, mais c'est simplement un aperçu de ce qui nous attend de nous et de l'accélération du changement climatique au niveau global. Donc c'est vraiment un indicateur crucial, cette banquise arctique. Donc j'ai rencontré Jenny en Arctique, j'ai rencontré aussi Satou, on va le voir tout à l'heure, on en parlera après. Rencontré Donildo en Amazonie, en plein cœur de l'Amazonie, où là-bas c'est très complexe, je ne vais pas l'aborder, mais c'est très complexe ce qui se passe. Il y a une baisse des précipitations sur l'ensemble de l'Amazonie, et par contre au cœur de la saison des pluies, il y a plus de précipitations. Donc c'est vraiment, ça crée d'immenses inondations. Par exemple, l'Amazone atteint des niveaux de débit records au-delà de 250 000 mètres cubes secondes, ce qui n'avait jamais été vu sur les dernières décennies. Donc ça, c'est vraiment le changement climatique. Lorsqu'il pleut un peu moins, il pleut toujours pratiquement. Quand j'étais allé voir Donildo, il me dit il pleut un peu moins, mais il pleut toujours en Amazonie. Mais pendant la période, j'allais dire sèche, et j'ai eu des informations d'ailleurs dans la semaine, je les ai contactés, ils m'ont donné des infos, ils me disent que c'est assez sec d'ailleurs en ce moment, et ça c'est pas, voilà, ça c'est vraiment le changement climatique. Par contre, quand la saison des pluies va arriver sur mars-avril, il y aura beaucoup plus de précipitations, ce qui crée des inondations. Donc on est dans ce paradoxe, moins de pluie quand il n'y en avait pas beaucoup, et plus de pluie au cours de la saison des pluies. Ce qu'on observe aussi, où je suis allé au Bangladesh, quand j'y suis allé, c'était fin juin, début juillet. Normalement, la mousson était déjà présente. Elle n'était pas là. Donc ça veut dire qu'elle a mis plus de temps à arriver. Par contre, quand elle est présente, ça crée beaucoup plus d'inondations, ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps au niveau de l'Inde. Et par contre, ce qui m'a choqué vraiment au niveau du Bangladesh, c'est vraiment que ça touche tout le schéma agricole aujourd'hui, dès aujourd'hui. Ça veut dire que des inondations, plus de précipitations, une mousson plus forte, va faire qu'il y a beaucoup plus d'inondations au Bangladesh. En moyenne, le pays est tout le temps inondé, à peu près 20% du pays inondé. En raison des moussons plus fortes, il y a à peu près 70% du pays qui est inondé certaines années. Donc ça part au niveau des rizières, et ça baisse le rendement agricole des rizières aujourd'hui. Donc les petits paysans qui vivent du riz, ils mangent 200 kilos de riz par an par personne, donc ils survivent grâce au riz. Il y a une baisse des rendements agricoles aujourd'hui déjà, et les scientifiques nous disent, ce que je dis d'ailleurs dans le livre, je reprends les données du GIEC, ils nous disent qu'il va y avoir un souci quand même purement agricole, alimentaire. Ils nous disent qu'il y aura une baisse des rendements agricoles, très probablement à partir de 2030 et avec certitude à partir de 2050,
au niveau des principales céréales. C'est vrai pour le riz au Bangladesh, c'est vrai aussi pour le maïs, c'est vrai pour le blé, des principales céréales, avec une baisse des rendements agricoles de l'ordre de 2% par décennie à partir de 2050. Et dans le même temps, il y a une hausse de la demande parce qu'on est de plus en plus nombreux, ce qui permet, voilà, on pourra l'aborder tout à l'heure, le souci aussi démographique qui est là-dedans. On est de plus en plus nombreux, ouais, et puis chaque entité aussi, chaque personne consomme de plus en plus. Donc là, on est très loin de l'ours polaire. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Et j'étais en tournée tout le mois de novembre dans Paris, en Ile-de-France, et j'ai jamais autant vu l'ours polaire que pendant cette tournée, sur les panneaux, dans mes conférences. Mais l'ours polaire, j'allais dire, c'est un détail. C'est un détail. C'est qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire également au niveau des îles Kiribati, où je suis allé. C'est un petit atoll. Je ne sais pas si vous connaissez l'atoll de Kiribati. Pas forcément, je ne connaissais pas l'atoll. C'est un petit atoll qui se situe en plein cœur de l'océan Pacifique, à plusieurs heures de vol des îles Fidji, elle-même une autre île un peu plus grosse, et en plein cœur de l'océan Pacifique. Et ben on voit le niveau de l'océan qui monte, dû au dérèglement climatique. On l'a abordé aussi avec les collégiens cet après-midi, et ça monte très fort au niveau mondial, une élévation de 3 mm chaque année, 3 mm par an observés. Et dans l'ouest Pacifique, pour eux, c'est encore plus complexe, ça monte entre 4 mm et 8 mm par an, donc pratiquement 1 cm chaque année. Donc vous comprenez que quand j'ai expliqué à Karakawa sur son atoll que ça montait d'1 centimètre, vous n'allez pas le voir sur le film, mais il est resté plusieurs minutes comme ça en me regardant, en disant mais ce qu'il me dit, je comprends pas tout, mais si ça monte d'1 centimètre, ça va être quand même assez complexe. Et là aussi, c'est comme pour l'ours polaire, c'est-à-dire que le destin de cet atoll, il est déjà acté aujourd'hui. Il est réglé. On sait qu'à court terme, c'est une question de décennies, les Kiribati n'existeront plus. Ça c'est sûr. Mais dès à présent, pour Karakawa, on pense que le niveau de l'eau va monter, puis qu'au bout d'un certain moment, on aura la cheville, etc. Mais dès aujourd'hui, ça crée des problèmes d'eau potable, tout simplement parce qu'il y a des lentilles d'eau en profondeur dans ces atolls, et que les intrusions d'eau salée, dues à l'élévation du niveau des océans, il y a de l'eau salée qui rentre dans ces poches d'eau douce, et ça perturbe justement les ressources d'eau potable dès aujourd'hui pour Karakawa. Donc ça va être assez complexe. Et puis le Népal. Et puis le Népal, le dernier. Alors au-delà de 4000 mètres d'altitude, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Népal, juste dessous l'Everest, dans la vallée du Khumbu. Là, j'ai été vraiment choqué. Vraiment choqué. Je connaissais les chiffres. Quand on parle de réchauffement fort, on pense beaucoup à l'Arctique, où ça va 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. C'est vrai aussi au Népal. Au-delà de 4000 mètres d'altitude, il y a un réchauffement très fort, entre 0,6 et 0,9 degrés par décennie, 0,6, 0,9 degrés par décennie. Donc ça va très fort, et on voit que ça modifie tout le paysage, j'allais dire, des glaciers qui fondent sur la majorité de l'Himalaya. C'est vrai où je suis allé, au Népal, c'est vrai également sur l'Himalaya indien, c'est encore plus vrai sur l'Himalaya de l'Est, au niveau du Bhoutan. Et là aussi, on pourrait se dire, finalement, qu'est-ce que ça nous fait qu'il y ait 2-3 glaciers à 5000 mètres d'altitude qui fondent? Et bien, tout simplement parce que dessous, il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent au bord des grands fleuves, le Gange, l'Indus. Oui, parce que vous racontez qu'il y a des lacs en fait, qui existent, qui n'existaient pas il y a 50 ans. Bien sûr, moi je suis monté à 5000 mètres d'altitude sur l'Imjatcho, un petit lac à 5000 mètres. Il n'existait pas il y a encore 50 ans. Et ça, c'est un problème à la fois local. Ça veut dire que pour les populations qui sont dessous, si le lac cède et la moraine frontale cède, et ben voilà, ça détruit des villages, et c'est des vies dessous. Et puis voilà, sur la plaine Bangladesh, Inde, Chine, sont des milliards de personnes qui vivent. Donc ça va modifier là aussi le débit des grands fleuves du sous-continent asiatique. Question très pratique, de modalité pratique. Comment vous avez rencontré ces gens? Vous les aviez choisis avant de partir, de quitter la France, ou par des relations, par des organismes? Comment vous avez fait? Alors non, j'ai vraiment pas voulu formater les rencontres. C'est-à-dire que je ne disais pas il faut une personne 40 ans, masculin, qui habite à tel endroit. Je croisais ça vraiment au niveau climatique. Par exemple, si on prend le cas de l'Éthiopie, comme on va passer l'Éthiopie, moi je voulais une personne qui représente entre guillemets le climat semi-aride
Donc un climat où il pleut 300, 400, 500 mm par an sur une ou deux saisons des pluies. Donc j'aurais pu aller d'ailleurs dans d'autres endroits. J'aurais pu aller au Niger, au Mali, au Burkina, où on a ce type de climat. Je connaissais assez bien cette région, donc je voulais me projeter sur une région que je connaissais moins, pour moi justement pas être formaté, et que ça ait aussi du sens. Se dire que l'Éthiopie, souvent on me dit mais l'Éthiopie, cette personne, Satou, il représente rien, Satou. Si, il représente, il y a 100 millions de personnes en Éthiopie. C'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie. Il y aura d'ailleurs 2 fois plus de personnes, un facteur 2 au niveau démographique en 2050, dans 35 ans. Donc vous allez voir qu'autour de ce petit point d'eau, ça va être assez compliqué de vivre. Et donc je voulais être dans le sud de l'Éthiopie, puis ensuite en passant par des associations. Il y a Oxfam, je ne sais pas si vous connaissez l'association Oxfam, qui est une association de solidarité internationale. Ils m'ont appuyé dans 2-3 pays, au Brésil, en Éthiopie, au Bangladesh. Et donc je leur disais, voilà, trouvez-moi quelqu'un. Et ils me trouvaient quelqu'un qui habitait par rapport au climat qui m'intéressait. Donc j'arrivais un petit peu comme rendez-vous un terrain inconnu. Souvent on me disait ça. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on me disait, bah voilà, Gaël, c'est Satou, Gaël. Et on se rencontrait, on vivait ensemble, avec le traducteur, parfois le traducteur du traducteur, notamment en Éthiopie, il y avait 2 traducteurs, et puis souvent on laissait la caméra posée quand on arrivait, tout simplement parce qu'on se découvrait en fait, hein. Donc on allait à l'école avec les enfants, on mangeait avec la famille, on vivait chez la famille aussi quand c'était possible. Pour venir à l'Éthiopie, parce que vous allez voir l'Éthiopie, c'est le seul pays où ça a été impossible de rester chez la famille. Non pas pour des raisons alimentaires, mais pour des raisons de sécurité. On a vu beaucoup d'armes dans le sud de l'Éthiopie et beaucoup de véhicules de l'ONU. C'est assez complexe ce qui se passe. On était près de la frontière kenyane et le but c'était de prendre aucun risque, hein. On n'est pas là-bas avec un caméraman. J'avais qu'un caméraman aussi avec moi, justement pour être le plus proche possible de la famille. Donc on allait à l'hôtel et puis on venait le matin très tôt, on partait très tard. Mais finalement c'était pas formaté, on se rencontrait et puis on vivait ensemble et puis petit à petit on parlait climat et changement climatique. Il n'y a qu'une personne que j'ai pas choisie, c'était Karakawa, qui vivait et qui vit toujours sur les îles Kiribati, tout simplement parce qu'on m'avait proposé son frère. Et son frère, il me connaît très bien, on commence à manger et il me dit, bah, moi par contre je pars 3 jours, je vais vendre mon poisson à la ville et je reviens dans 3 jours. Donc pour nous qui venions de France pour aller au Kiribati, 3 jours c'est énorme, hein, c'est merveilleux, et des cocotiers, barrières de corail, mais on était avant tout là pour faire un film, donc on a simplement pris son frère et ça s'est bien passé aussi. Et c'est des personnes qui représentent d'une certaine façon, qui ont un témoignage assez singulier finalement, hein. Ce sont simplement 6 petits témoignages, c'est très singulier, mais ces témoignages ont une portée assez universelle sur le dérèglement climatique et puis au-delà de ça sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur l'eau potable, sur comment on vit aujourd'hui à l'échelle de la planète. Et c'est ce qui d'ailleurs frappe le plus les collégiens cet après-midi. Se dire au-delà du changement climatique, au-delà de tout ce qui se passe, ils se disent mais comment ça se fait que Satou il mange qu'une fois par jour? Comment ça se fait? Souvent on me dit mais comment vous faisiez pour aller aux toilettes? Mais la plupart des personnes sur la planète n'ont pas de toilettes. Comment vous éclairez? La plupart des personnes sur la planète n'ont pas d'électricité. Est-ce que vous prenez des douches chaudes tous les soirs? Ah bah oui, mais sur la planète, les gens n'ont pas de douche chaude, ils ne mangent pas à table, etc. Il faut bien comprendre que vous et moi, nous sommes une minorité à vivre dans une telle opulence qu'on ne s'en rend même plus compte. Voilà, on veut toujours avoir la dernière voiture, manger mieux, les voyages, mais ça c'est une minorité, c'est vraiment un pouillème de personnes qui vivent comme ça, et c'est justement ces personnes-là, c'est vous et moi, qui créons ce dérèglement climatique. Quand on va voir Satou, ils ont beau être 2 fois plus nombreux dans 35 ans, ils émettent 0, donc 2 fois 0, ça va faire encore 0. Par contre, nous, on émet 6 à 7 tonnes par personne et par an, donc c'est bien nous qui sommes le problème du changement climatique, et c'est à nous, en France, d'agir. C'est bien le problème de la COP21. Si nous, 6e puissance du monde, on n'arrive pas à faire cette transition énergétique pour être sur ce zéro carbone à terme, hein, avec cette vision moyen terme 2100, personne n'y arrivera. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc l'idée, c'était vraiment pour vous de sortir d'une vision
purement écologique des choses, hein, on a compris, plus humanitaire. Est-ce que ces gens que vous avez rencontrés, avant de voir l'extrait de Satou, ont entendu parler du dérèglement climatique, ou est-ce qu'ils sont finalement très pragmatiques, ils voient que ça change, point? Alors sur les 6 personnes, il y en a 4 qui m'ont dit « Moi, je ne sais pas ce que c'est le changement climatique ». 4. Et il y en a 2 qui m'ont dit « Oui, nous, on sait ce que c'est dans sa globalité. Je veux dire, le phénomène global, c'est Jenny, là aussi en Arctique, avec un écran plat, etc. Et puis c'est également Nipa au Bangladesh. Elle avait un tout petit écran. Sa maison, c'était une pièce. Hein, ça devait faire 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Puis il y avait un tout petit écran qui grésillait noir et blanc. Elle m'a dit « Oui, moi, je sais ce que c'est que le changement climatique. » Par contre, en creusant un petit peu, ils n'avaient pas cette notion du... effectivement, on émet des gaz à effet de serre qui vont dans la troposphère à 10 km et puis, in fine, ça perturbe toute la planète. Mais par contre, tous, ce que vous dites au niveau pragmatique, ils disent, bah oui, effectivement, on voit une modification du climat. C'est vrai pour Satou, par exemple. Là, vous allez voir son extrait, sa vie. Il m'a dit, mais avant, moi, quand j'étais petit, il a plus de 60 ans, il me dit, mais avant, on avait des sécheresses qui venait plutôt tous les 7 ans. Il m'a sorti ce chiffre de 7 ans qui correspond à du El Niño, des choses comme ça, tous les 7 ans, avec des prémices. Ça veut dire que oui, on voyait arriver la sécheresse, on pouvait se préparer, s'adapter. Aujourd'hui, il me dit, il n'y a plus aucun prémisse de ces sécheresses, et elles sont plus fortes, plus fréquentes, tous les 2-3 ans, elles arrivent, elles sont très fortes. Donc ils me disent, effectivement, il y a une rupture qui s'est passée. Et la même chose pour Karakawa, qui a simplement 28 ans au niveau des Kiribati, qui est... À 28 ans, il me dit, avant, j'avais toujours de l'eau, à la fois en quantité, en qualité. Ben, aujourd'hui, parfois, j'ai de l'eau salée. Et ça, je ne le voyais pas. Ou au niveau de l'Arctique, quand je vous disais la banquise, on me dit, mais ça fait 60 ans, on n'a jamais vu ça. Et chacun a cette vision, j'allais dire, un peu de grand-mère. Ma grand-mère, elle a 85 ans. Elle me dit, Gaël, il n'y a pas besoin d'aller en Éthiopie ou au Bangladesh. Et on le voit tous en ce moment. Voilà, ce qu'on vit en ce moment, c'est exceptionnel, extraordinaire. Une telle température en France, on est le 18 décembre. On est le 18 décembre quand même. Et ça, c'est unique. Je partais de Grenoble, j'entendais des amis scientifiques parler du taux d'enneigement au col de Porte en Chartreuse, qui est à 1400 mètres. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de piste ouverte. Il n'y a rien. Il y a rien. Donc finalement, tous, à notre niveau, on constate quand même qu'il se passe quelque chose. Alors on va voir Satou. Et je rappelle le chiffre que vous donniez tout à l'heure. Comme Satou, 800 millions d'hommes et de femmes souffrent de faim chronique à travers le monde. Et vous rappelez que ça n'a pas changé depuis 50 ans. Et puis vous rappelez ces chiffres terribles sur la faim dans le monde. La moitié des décès des enfants de moins de 5 ans est liée à la malnutrition. Ce qui fait que 10 000 enfants meurent chaque jour, ce qui fait un enfant toutes les 10 secondes. C'est incroyable. Ça, c'est un vrai combat. C'est inacceptable. On se dit qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 10 secondes. Un enfant de moins de 5 ans toutes les 10 secondes, simplement parce qu'il n'a pas à manger. C'est inacceptable. Moi, ça me révolte. Et on sait qu'avec le dérèglement climatique, eh ben, on va sortir des 800 millions. On sait qu'il y aura encore plus de personnes. Et ça reste des chiffres. Moi aussi, ça restait des chiffres avant. Je disais 800 millions, c'est impalpable. C'est 1 milliard. On pourrait dire 2 milliards, 3 milliards, c'est impalpable. Par contre, quand vous allez... Moi, je suis parti en Éthiopie, je suis revenu, mais bouleversé. À chaque fois que je monte le reportage de Satou, j'ai les poils qui se hérissent. C'est inacceptable. Eh bien, regardez l'inacceptable. Les dernières gouttes de pluie sont tombées il y a seulement quelques semaines, et les prochaines ne viendront pas avant plusieurs mois. Le sol est déjà sec, l'herbe déjà grillée. Ce climat semi-aride est exigeant. Les précipitations y sont très faibles, seulement 300 mm par an, et se déroulent durant une courte saison des pluies. Le reste de l'année, aucune goutte d'eau ne tombe. C'est la saison sèche, c'est la sécheresse. Le manque d'eau et l'irrégularité de la pluie nécessitent une adaptation permanente de la végétation, mais aussi des hommes. Le peuple Borana habite pourtant ici, au cœur de ces immenses étendues semi-arides.
Satou possède quelques chameaux, animal bien adapté à la sécheresse. Il procure aussi beaucoup de lait, 3 fois plus qu'une seule vache. Mais les chameaux sont bien trop chers pour Satou. Le prix de un seul chameau équivaut à celui de 6 vaches. Il n'a donc pas les moyens d'en posséder beaucoup. Satou possède un petit troupeau de 30 vaches. C'est sa principale richesse. Son troupeau a besoin d'eau. Tous les 2 jours, Satou parcourt ainsi plusieurs kilomètres pour rejoindre, à pied, le point d'eau le plus proche. 2 heures de marche le matin pour atteindre le point d'eau, et encore 2 heures en début d'après-midi pour revenir jusqu'au village. Sur le chemin, Satou regarde le niveau des rivières. Aucune eau. On se rend compte à quel point le manque d'eau est déjà bien visible, alors que la période de sécheresse ne fait pourtant que commencer. L'eau représente ici une ressource inestimable. Les éleveurs de la région rejoignent l'unique étendue d'eau disponible pour leur bétail à des kilomètres à la ronde. Aujourd'hui, le niveau d'eau est encore haut, mais au fur et à mesure de la saison sèche, cette étendue d'eau deviendra de plus en plus petite. Les tensions seront alors vives entre les éleveurs, sachant que chacun vit dans une grande précarité. Dans le cadre du dérèglement climatique global, les scientifiques ont observé ici une réduction de la pluviométrie de l'ordre de moins 10% depuis 50 ans, avec une intensification des périodes de sécheresse qui se répètent inexorablement. 1973, 1984, 2000 ou encore 2003 ont été dramatiques. Lors de la dernière grande sécheresse en 2007, Satou a perdu la moitié de son troupeau. Comment traverser les périodes successives de sécheresse qui deviennent plus fortes et plus fréquentes? Guyyaa ammoo sunnu kun dham rakkoo hamtuu irraa nu dhaqqaba. Amma akka ittiin himuun guyyaa tokko barii tolee gabbatee dhalee waatiin tulleen guddatanii moonatallee guutanii. Boni tokko ammaatee ammallee huqqisee irrallee ijjeesee diqqeessee akkanallee numtattaani. Kikkibataa yaa'anii fulata akka hin taane guyyaa tokko oli jirani. Guyyaa tokko irra gabbu'ani. Guyyaa cufaa qixxeetti horachuu hin danda'an. Akka yaada kiyyaatti ana adoo akka namaatti hin qabatin adoo waan kan namatti tolchee fidi hin jedhin isi qilleensi kun maafii akkan jira. Waaqa qilleensi kan dabarse kadhibina kennii jedhee gar waaqa amanee kadhadhu malee annama waan kan akkan tolchaa hin beeku. Garuu waaqatti dhufee qilleensi kunini jedhee. Anjiruuti keessatti akkuman kiyyaalletti hin gammadalle immoo yoo qilleensi haal bonaa kun dhufee akkan jedhee qilleensi kun bindelamee nanaasis malee akka jiruuti yaatte hin gammada fulaaf buluutti. L'eau est un enjeu crucial pour le bétail, mais également pour les hommes. La femme de Satou se rend chaque jour vers le puits le plus proche. Elle rejoint les autres femmes, celles des villages environnants, qui viennent elles aussi se ravitailler en eau potable. Dans le cadre du dérèglement climatique global, les scientifiques ont déjà observé ici une hausse de la température, plus 1,3 degré Celsius en seulement 40 ans. C'est une évolution extrêmement rapide, en si peu de temps, notamment sous ce climat, où la chaleur est déjà extrême.
Comme pour les besoins en eau, la mobilité est aussi essentielle pour le ramassage du bois. Ce sont généralement les enfants qui sont chargés d'effectuer le trajet pour couper puis ramener le bois à la maison. Le travail est usant, mais vital pour la famille. Beaucoup d'enfants manquent ainsi l'école pour réaliser cette tâche quotidienne. Dans cette région semi-aride, 9 personnes sur 10 sont analphabètes. Le niveau de pluie influe sur les ressources naturelles et au final sur le niveau d'éducation. Plus que nulle part ailleurs, les liens écologiques et sociaux sont ici indissociables. Mais une réelle avancée vient d'avoir lieu depuis peu. Une école a ouvert en 2008 dans le village. Les enfants de Satou y vont tous. Mais après l'école, ils continuent toujours d'effectuer la corvée de bois. Plus qu'aucune autre région au monde, les préoccupations humaines restent ici les besoins primaires, les besoins organiques, manger et boire. Comment traverser les périodes successives de sécheresse qui deviennent plus fortes et plus fréquentes? L'adaptation passe inévitablement par une diversification des modes de production. Le peuple Borana est éleveur nomade depuis des générations, mais depuis peu, depuis 2008 exactement, Satou et son village commencent à cultiver un peu de céréales, principalement du maïs, mais aussi un peu de sorgho et même des pois. Les rendements sont encore faibles, il faudra du temps pour améliorer les techniques et les semences. Mais la voie de la diversification est tracée. Chaque jour, la femme de Satou pratique seule la traite des vaches qui apportent le lait quotidien pour toute la famille. Quelquefois, certaines familles sacrifient un animal pour la viande, mais ces occasions sont rares et toujours liées à des événements spéciaux. Leurs animaux ont trop de valeur à leurs yeux. Satou et sa famille ne mangent ni le matin, ni à midi. Leur unique repas est celui du soir, un bol de lait de vache mélangé avec du maïs pilé. Le problème de malnutrition est sévère sous ce climat, caractérisé par de grands épisodes de famine. Dans cette région, la sous-alimentation est omniprésente. 1 personne sur 2 souffre de la faim. Comment limiter la malnutrition? Comment garantir une alimentation quotidienne à Satou et sa famille? Le climat semi-aride est sans doute l'un des plus exigeants pour les hommes. Si la pluie tombe, les points d'eau sont disponibles, le bétail vit et les hommes arrivent à survivre. Plus que partout ailleurs, la pluie est ici le secret de la subsistance humaine. Quel sera alors l'avenir de Satou dans le cadre du dérèglement climatique qui provoque l'intensification des sécheresses dans son village ?
Satou dit que c'est la volonté de Dieu. Vous lui avez dit que c'était aussi de notre faute? Bien sûr, bien sûr. L'idée, quand je suis arrivé, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, comment vous avez trouvé ces personnes-là, c'était pas formaté, mais j'arrivais pas en leur disant qu'on allait parler du changement climatique parce qu'il y a un changement climatique global. J'arrivais en leur disant que j'étais journaliste, que j'allais essayer de connaître leur vie, vivre avec eux, et puis on montait en puissance sur le changement climatique. Et puis, in fine, bien sûr, je leur expliquais qui étaient les responsables du dérèglement climatique, c'est-à-dire nous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec nos voitures, avec nos avions, avec le chauffage, avec notre alimentation, et qu'on gaspillait finalement l'énergie, et puis que, in fine, de l'autre côté de la planète, on subit partout. Cet après-midi, on me posait cette question. Une fille me disait, mais finalement, tout le monde subit le changement climatique, mais pour cette personne-là, c'est direct. Ils sont directement impactés. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on est un petit peu hors sol, alors que pour ces personnes-là, c'est véritablement direct, le changement climatique. Et quand je leur expliquais à Satou que le changement climatique, ça allait être encore plus dur pour lui, avec encore plus de température, avec des périodes de sécheresse encore plus longues, forcément, il était un petit peu inquiet, mais majoritairement, à l'échelle de la planète, on ne se projette pas au-delà. Comme nous, on peut le faire à notre niveau. On se dit, en 2020, j'aurai un enfant, une voiture, une maison, etc. Eux, c'est simplement, est-ce que demain, mais vraiment demain, est-ce que demain, j'aurai à manger? Est-ce que mes enfants iront à l'école? Est-ce que j'aurai une santé suffisante? Et si demain, effectivement, tel est le cas, je suis heureux. Donc ça veut dire que nous, ça interpelle beaucoup cet extrait et puis tous les autres extraits. Et ça m'a beaucoup interpellé sur l'idée du bonheur. Alors que nous, on a tout matériellement parlant en termes de progrès. Et on voit que le progrès matériel, il est dans cette salle. Ne serait-ce que tourner un robinet. Mais il n'est pas globalisé. Il n'est pas globalisé, le progrès. Mais que fait le bonheur? Ces gens qui ont rien, mais vraiment rien, ils sont dans un certain bonheur. Et tous m'ont dit, nous, on est heureux à notre niveau, même au niveau de Kiribati, où ils étaient sur un atoll. Et je leur disais justement que l'atoll allait disparaître. Et quand j'ai dit ça à Karakawa, je lui ai dit, tu sais, Karakawa, ce qu'on fait, nos actions au nord ont un impact chez toi, au sud, est très fort. Et qu'à court terme, le niveau de l'océan va monter en moyenne entre 40 et 60 cm. Qu'on le veuille ou non, qu'on agisse ou pas aujourd'hui, il y a une inertie, et par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre, ça va montrer entre 40 et 60 cm. Donc vous voyez, c'est quelque chose de colossal. Et dans la fourchette haute, dans l'hypothèse haute, et pour le moment on est parti dans l'hypothèse haute, parce que on a beau avoir signé un accord, le jour après l'accord, on est dans la même société. Et l'hypothèse haute fait que 2100, c'est plus 1 mètre d'élévation du niveau des océans. Donc quand on est ici au Mans, ça nous paraît très loin. Quand on est sur cet atoll, plus 1 mètre, voilà. Et cet après-midi, on me le posait aussi. On me dit, mais comment va vivre Karakawa? S'il ne peut pas vivre, il va partir, et Satou aussi, à son niveau en Éthiopie, il va fuir sa région natale, il va partir dans d'autres régions, sans doute en Éthiopie, et puis sans doute partir dans d'autres pays. C'est vrai pour les Kiribati, ils commencent à se préparer. Il y avait le président quand j'étais, il commence à cultiver aux Fidji, acheter des terres, aller en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et là, on aborde vraiment les grandes migrations. Ça veut dire que ce qui commence aujourd'hui avec la Syrie, avec l'Irak, qui nous paraissait aussi très loin, ces pays nous paraissaient très loin, et finalement, qu'il y ait des bombes tous les jours en Irak, on s'en fichait un petit peu, malheureusement. Aujourd'hui, on se dit, finalement, tout ça, c'est à côté, mais ça, c'est simplement 2 millions de personnes, c'est rien du tout. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU estime qu'en 2050, il devrait y avoir 250 millions de migrants dû aux modifications climatiques. 250 millions. Ça peut être moins, ça peut être plus, peu importe le chiffre, mais ça veut dire qu'on va passer à une autre échelle. Est-ce que cette aventure a bouleversé vos connaissances, puisqu'avant de partir, vous étiez déjà depuis 10 ans sur le sujet, et est-ce que c'est finalement plus complexe sur le terrain qu'en laboratoire? Ça m'a surtout bouleversé en tant qu'homme, en fait.
C'est ça le plus... J'en parle différemment. C'est-à-dire qu'avant, je connaissais les chiffres. Je peux vous donner des chiffres, on peut en parler très longtemps, la banquise, etc. Quand on touche l'humain, là, on n'est plus scientifique, on n'est plus réalisateur. Quand je suis revenu d'Éthiopie, j'ai mis du temps. Avant, j'ai mis peut-être 2-3 ans, et encore aujourd'hui, je suis très sensible là-dessus. J'ai du mal, souvent je bégaye, j'ai du mal à m'exprimer parce qu'il y a un homme, c'est Satou. J'ai eu des nouvelles d'ailleurs la semaine dernière et ça va plutôt bien. Ils ont passé une année des pluies plutôt correctes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des sécheresses en Éthiopie, mais c'est plutôt le nord de l'Éthiopie qui a subi. Et c'est vraiment l'homme qui a souffert. Vraiment, moi j'ai souffert. Et d'ailleurs, je me posais cette question avec des amis quand on en discute. Est-ce que c'est bon d'être si proche de la réalité ? J'imagine les personnes comme les correspondants de guerre qui vont en Irak, qui voient des... C'est dur d'encaisser en tant qu'homme. Par exemple, en Éthiopie, j'y suis allé à peu près sur cette période. J'y suis allé au début de la période sèche, c'était début décembre, et après j'ai fait la bascule en quelques heures. L'Éthiopie, c'est à côté. On prend l'avion, demain matin, on est tous en Éthiopie, on est chez Satou. Ça paraît très loin, et à la fois avec nos technologies actuelles, c'est à côté. Et quand je suis revenu d'Éthiopie, passer dans ce minimaliste alimentaire d'école, il n'y avait pas d'école, encore en 2008, il n'y avait pas d'école. Au niveau santé, je ne vous explique même pas. Et puis faire la bascule et arriver dans ma famille au moment de Noël, j'avais du mal, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Moi, j'aurais pu naître en Éthiopie, j'aurais pu être parmi ces enfants. Et on voit que d'un certain côté, on est dans un gaspillage colossal. Même dans ma famille, je suis revenu au moment de Noël, mes grands-parents sont agriculteurs, mes parents sont ouvriers, et j'ai une petite fille qui a 6 ans, et vous allez tous, j'espère, fêter Noël avec vos niveaux, mais en tout cas, on achète des cadeaux, on mange un petit peu mieux pour beaucoup de personnes, et nous, on est dans le superflu, alors que la majorité des gens sur la planète n'ont pas simplement l'élémentaire, le fondamental. Et ça, alors, c'est quelque chose qui choque. Et effectivement, mon combat aujourd'hui, c'est le combat du changement climatique, mais c'est aussi le combat pour Satou, pour Jenny, pour ces gens-là qui ne sont pas défendus, ou très peu, même au niveau de la COP21. Il y a certains articles, par exemple, si je vous parle, pour revenir sur la COP21, il y a un article qui parle des pertes et dommages. Pertes et dommages, ça veut dire qu'à un certain moment, on peut s'adapter au changement climatique. Vous l'avez vu ici avec Satou, à travers des ONG qui l'aident à semer un peu du maïs et avoir des rendements faibles, mais en tout cas avoir un peu de rendement de maïs. Et puis au-delà d'un certain seuil, on ne peut pas s'adapter. Et ça, les pays du Sud nous disaient, par exemple, pour Karakawa, qui vit sur son atoll, quand l'eau aura monté, il n'y aura plus d'atoll, il ne pourra plus vivre, il ne pourra pas s'adapter. Donc les pays du Sud nous disent, nous, on aimerait du financement qu'ils appellent pertes et dommages pour compenser cela. Et dans la COP21, dans l'accord qui fait 39 pages, les États-Unis ont forcé, par exemple, pour mettre dans l'accord que les pays du Nord ne sont ni responsables de ce qui se passe et ne peuvent donner aucune indemnisation aux pays du Sud. Donc ça, c'est quand même très, très, très difficile quand on habite Kiribati, quand on habite l'Éthiopie. Donc, et vous le dites à un moment dans le film, c'est finalement quand même chaque homme et chaque femme est parfaitement adapté à ses propres conditions climatiques, y compris extrêmes. Ça, c'est étonnant quand même. Ça, c'est étonnant, c'est ce qui peut choquer. Et moi, le premier, par exemple, quand j'étais en Arctique, il faisait moins 20 degrés. Quand on allait tourner en extérieur, on restait des journées à tourner par moins 20 degrés. C'était assez complexe. D'ailleurs, il y a le caméraman qui est venu avec moi. Au bout de 2 tournages, il m'a dit « Gaël, je crois que le 3e, je vais pas le faire. » Moi, j'avais les mains dans les poches à moins 20 degrés. Lui, il avait les mains sur la caméra. Quand on est à moins 20 degrés toute la journée, filmé en extérieur, c'est assez complexe. Et en hiver, d'ailleurs, à cette période de l'année, en décembre, si on va chez Jenny en Arctique, il fait moins 50 degrés. Moins 50 degrés, à peu près 4 heures de pénombre. Il fait un petit peu jour. Donc on voit que c'est quand même assez compliqué. N'empêche, comme vous le disiez, Jenny me dit « Mais non,
Moi, c'est mon environnement. Il fait froid, je vais pêcher, et c'est ma vie. Moi, au contraire, je redoute la chaleur. C'est-à-dire qu'on était sur la banquise, qu'on était avec des skidoo, des scooters, justement, pour aller voir les phoques et aller voir l'eau libre sur la mer d'Hudson. Bon, regardez les fissures dans la glace, et c'est vraiment le chaud qui redoute le plus. Alors qu'avec notre vision à nous, des personnes du Mans, moi de Grenoble, on peut se dire bah, tant mieux, ils auront plus chaud, ils pourront cultiver. Non. C'est dangereux pour eux, la banquise qu'ils font. C'est excessivement dangereux. Il y a des Inuits qui décèdent tout simplement parce que ça se fissure et ils tombent à l'eau. Donc c'est leur environnement, ils vivent dans ces conditions-là depuis des millénaires, et ils sont adaptés à ça. Et ils me disaient, bah, Gaël, par exemple, j'étais à 4000 d'altitude au Népal, et ils me disaient, mais Gaël, si t'as froid, bah mets un pull. Tout simplement. Voilà, nous, on est adaptés. Et quand je dormais au Népal à 4000 mètres, il faisait 3 degrés. 3 degrés dans l'habitation de Tsering. Et ça me rappelait justement les recommandations de l'ADEME en France, où on dit chauffez-vous à 19 degrés dans vos maisons, 16 degrés dans les chambres. Eux, ils ne se posent pas la question, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils chauffaient avec des bouses de yak, puis au fil de la nuit, ça disparaît. 3 degrés le matin, mais ils sont heureux parce qu'ils arrivent simplement à cultiver des pommes de terre, à vivre, et ils sont dans un confort fondamental, mais ils sont heureux à ce niveau-là. Donc voilà, le changement va être assez dommageable partout sur la planète. Après, il y aura peut-être des effets positifs. Par exemple, quand on vit à 4000 mètres d'altitude, on peut considérer que c'est quand même assez ingrat, purement alimentairement parlant, sur l'agriculture. On peut cultiver que de la pomme de terre, alors que s'il fait un peu plus chaud, bah, la saison agricole va être un peu plus forte, on aura des rendements un peu meilleurs, et ça peut être un des aspects positifs du changement climatique. Mais c'est ce qui m'a choqué à l'échelle de la planète, c'est que c'est très complexe. Mais c'est très fort aussi. Je ne pensais pas que ce soit aussi fort dès 2015. Je pensais justement que ce serait 2030, 2040. Et au-delà de 4000 d'altitude, ça va très, 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 très vite. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que le dérèglement climatique, il est très très fort dans les hautes altitudes, dans les hautes latitudes aussi. C'est ça qui est oui, c'est ça. Souvent, on se projette en Arctique, parce qu'on le sait, on a l'indicateur de la banquise, et on se projette dans ces hautes latitudes où ça va 2 à 3 fois plus vite, plus fort le réchauffement que la moyenne mondiale. Et puis c'est visuel, on a cette banquise, on a la glace, mais aussi, ça c'est ce qui m'a choqué, ce que je ne connaissais pas, c'est au-delà de 4000 mètres, dans les hautes altitudes, ça va aussi vite que ce qui se passe, voire même plus vite que ce qui se passe en Arctique. Et la planète a tendance à niveler, ça veut dire à mettre un peu de chaleur, à mettre d'énergie à des endroits où il fait un peu plus froid, justement pour compenser ce changement climatique. Donc ça, c'est plutôt une chance. Mais aujourd'hui, par exemple, et ça, c'est un point qu'on ne connaît pas forcément, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on injecte dans la machine climatique à travers nos émissions de gaz à effet de serre, majoritairement, cette énergie, elle réchauffe l'océan aujourd'hui. 90% de l'énergie ne réchauffe pas l'atmosphère, où pourtant on voit un peu ce fort changement climatique, mais réchauffe l'océan. Par contre, pour réchauffer 2 à 3 km d'épaisseur d'océan, ça met du temps. Par contre, quand on le réchauffe, on le réchauffe pour non pas 20 ou 30 ans, mais pour des millénaires. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que, et souvent on me demande, est-ce que je suis pessimiste ou optimiste? Souvent on me demande ça, on pourra l'aborder. Sans être défaitiste, parce qu'on est là, on mène le combat, et tous, le Conseil général, tout le monde, on va au combat, c'est un vrai combat qui est à mener. Mais aujourd'hui, pour atteindre ces 2 degrés, je vous ai dit qu'il faudrait être neutre en carbone, 0 carbone. C'est le challenge. Et aujourd'hui, on n'est même pas sur une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, on n'est même pas sur une stabilisation, on est sur une augmentation, et une augmentation accélérée de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans les années 70 à 2000, ça a augmenté d'environ 1% par an, plus 1% chaque année. Et sur la dernière décennie, 2000 à 2010, malgré la crise économique, financière, c'est monté de 2% par an. Donc vous voyez, quand on nous dit est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste, par rapport déjà à la réalité du terrain, qu'on voit simplement pour 8 petits dixièmes de degré ce qui se passe, et puis quand on voit de l'autre côté nos émissions de gaz à effet de serre qui augmentent de façon accélérée,
on peut être que pessimiste malgré ce qui se passe en France, malgré la COP 21, etc. Mais sans être défaitiste, voilà, il faut mener ce combat. Alors la COP21, on va y venir. À la page 39 du livre, vous dites « C'est vrai, j'ai longtemps cru aux décideurs politiques, aux conférences internationales, aux actions nationales, mais il faut bien me l'avouer maintenant, avec tristesse et du bout des lèvres, je n'y crois plus. Et je ne suis pas le seul. La plupart des acteurs de la problématique climat-énergie que je rencontre chaque semaine en France n'y croient pas non plus. Plus que moi, je les sens usés, esselés, isolés, sans grands moyens financiers, avec parfois un faible portage politique. » Juste avant la COP21, vous disiez « Il n'y aura pas de demi-bilan. Il n'y aura pas de demi-succès ou de demi-échec. » Je vous cite, « Seule la signature d'un traité universel engageant la totalité de 195 pays, si un seul pays refuse de signer, c'est l'échec, juridiquement et permettant de contenir le réchauffement à 2 degrés sera une réussite. Ce soir-là, en cas de succès, je serai fier d'avoir assisté à cette avancée historique pour l'humanité, fier de ce nouvel élan mondial, fier de ce signal envoyé à chaque homme et femme à travers le monde et fier d'un espoir de jours meilleurs pour chacun d'entre nous. » Alors cet accord, vous en pensez quoi? Parce que nous, finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on nous l'a présenté finalement comme avec un bel emballage, un beau cadeau finalement. Mais est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi beau que l'extérieur? Alors c'est complexe, c'est très complexe. En gros, on nous a vendu qu'on n'irait pas au-delà de 2, qu'on donnait de l'argent au pays du Sud. Alors c'est un succès, il y a un succès et un échec. Il y a un succès diplomatique incontestable, succès politique. Première fois que l'ensemble des pays de la planète, 195 plus l'Union européenne, 196, signent ensemble, mettent des signatures en bas d'un accord pour essayer de limiter le dérèglement à 2 degrés. Ça veut dire que, pardon, juste une parenthèse, à Copenhague, les 195 n'avaient pas signé. Voilà, exactement. C'était des engagements simplement pour les pays du Nord. Aujourd'hui, on a vraiment l'ensemble des pays. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, un début de gouvernance mondiale vis-à-vis du climat. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Et c'est un succès. C'est Laurent Fabius, quand vous voyez voilà, tout le monde applaudir, c'est ça. C'est la première fois. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est une avancée au niveau des conférences sur le climat. Après, on a une véritable avancée également, par exemple, sur les chiffres. Quand on nous dit, dans l'accord, un des premiers articles, c'est on veut limiter le dérèglement climatique à travers le réchauffement nettement en dessous des 2 degrés, voire même, si c'est possible, poursuivre les actions pour le limiter à 1,5 degré. Donc ça, c'est très bien, c'est sur le texte. Par contre, entre parenthèses, ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1,5 degré, c'est bien de le noter. Par contre, on est sûr qu'on ne l'atteindra pas. Ça, c'est par rapport à la tendance actuelle, on ne l'atteindra pas. Parce que ça n'est pas contraint, ce 1,5 degré. Alors ça, on va revenir, mais par rapport à la tendance de nos émissions de gaz à effet de serre, le 1,5 degré, c'est pas possible. On est déjà à plus 1 degré cette année, on va battre le record. Donc 1,5 degré, on l'a mis pour faire plaisir à Kiribati, à d'autres îles, mais on sait qu'on ne l'atteindra pas. Déjà, ne pas dépasser 2 degrés, c'est colossal. Être à 0 carbone en 2100, c'est un immense challenge. Donc déjà, 0 carbone, ça veut dire quoi précisément? C'est plus 0 carbone, il faut plus rien émettre. Ça veut dire que plus rien ne doit aller dans l'atmosphère. 0 carbone. Alors soit on diminue nos émissions à 0, soit ce qui est dit dans l'accord de la COP 21, c'est un équilibre, ils appellent ça un équilibre entre les émissions anthropiques et le stockage anthropique également. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on plante des arbres, qu'on stocke sans doute le carbone dans le sous-sol, justement pour compenser nos émissions. Mais ça veut dire plus de voitures autres qu'électriques. En tout cas, il va falloir qu'on tende vers le zéro. Ça veut dire, et ça c'est notre gros challenge, ça veut dire que comment faire 0 carbone dans la mobilité, 0 carbone dans les bâtiments, 0 carbone dans l'alimentation. C'est pas un petit sujet où on va pouvoir, on va éduquer 2-3 personnes, on va changer une ampoule et puis ça va fonctionner. Et ça dans 80 ans. Dans 80 ans. C'est notre challenge à tous. Et donc, pour venir sur la COP21, la cible est bonne. Quand on dit 1,5 degré, 2 degrés, il n'y a aucun souci. Par contre, dès qu'on regarde derrière les actes, et suite à ce que vous avez dit, ce que j'avais écrit aussi, c'est maintenant place aux actes. Moi, je peux vous dire, demain en 2016, moi, je suis neutre en carbone, il n'y a pas de souci. Qui va m'obliger à faire ça? On sait très bien que j'y arriverai pas. Aujourd'hui, dans le texte de la COP 21, les pays qui sont engagés, si on fait le cumul des engagements, on va vers du 3 degrés.
Et encore, il n'y a aucune contrainte. Ça veut dire que l'ONU ne va pas sanctionner les mauvais élèves. D'ailleurs, on peut sortir de cet accord 3 ans après la signature. On peut dire moi, ça ne m'intéresse plus et je sors de l'accord. Il n'y a aucune sanction. Donc ça veut dire que déjà 3 degrés, c'est inacceptable. 3 degrés inacceptable. Et en plus, on ne sait même pas si les pays vont atteindre ces 3 degrés. Donc ça veut dire que c'est un succès, j'allais dire, politique, diplomatique. On avance, bien sûr. Heureusement, la COP21, c'est la 21e conférence. Donc heureusement qu'on avance quand même au niveau diplomatique. Par contre, au niveau scientifique, au niveau climatique, pour moi, c'est un échec total de cibler de 3 degrés et de se dire on est conscient et on applaudit un accord qui nous emmène dans le mur à 3 degrés. Voilà, on est un petit peu là-dessus. Après, je peux développer sur. Alors, on peut parler points, sur le fond vert, parce que vous disiez que le succès de la conférence reposait inévitablement sur celui de ce fond vert, c'est-à-dire la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce que là, il y a eu quelque chose de concret ? Alors on l'a vu tout à l'heure, par exemple, dans le secteur des pertes et dommages, où ça c'est acté, pas d'indemnité, pas de responsabilité. Après, lorsque c'est possible sur de l'adaptation, il y a un fameux fonds vert qui a été acté, qui avait déjà acté il y a quelques années, qui a été remis au niveau de l'accord de Paris, où on nous dit qu'à partir de 2020, il va falloir donner 100 milliards de dollars aux pays du Sud pour qu'ils puissent atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre quand c'est possible. Vous avez vu que Satou, il n'est pas très loin de zéro, donc pour lui, il n'y aura pas de souci. Et puis aussi pour qu'il puisse s'adapter. Et ça pourrait profiter justement à Satou pour l'aider à cultiver. Donc ça, les chiffres ont été remis au niveau de l'accord de Paris, 100 milliards de dollars à partir de 2020. Le plancher d'ailleurs de 100 milliards de dollars, ça veut dire que ça va s'incrémenter derrière, avec un équilibre entre l'atténuation et l'adaptation. Mais il n'y a pas de chiffre clé réellement sur l'adaptation. Il y a certaines études qui disent que ce sera peut-être 10-15% sur l'adaptation et ce ne sera vraiment pas nécessaire. Dans l'accord, c'est simplement marqué un équilibre, donc c'est très flou. Et surtout, ils ne disent pas comment, qui va payer, pourquoi et comment ça va être mis en place. Donc c'est des chiffres. Et là aussi, place aux actes aujourd'hui. Sur le financement précoce, qui était simplement de 10 milliards étalé par an étalé, et ça a duré pendant 3 ans, donc c'était 30 milliards. Il y a par exemple les États-Unis qui s'étaient engagés à donner 3 milliards, ils n'ont pas abondé le fonds. Donc ça veut dire qu'il faut sortir 100 milliards. Qui est prêt aujourd'hui à les faire? Comment on va le faire? C'est pas écrit ça. Alors c'est pas écrit, ça veut dire que là aussi on met une cible. Quelle est la trajectoire? Est-ce que ça va venir du public, du privé? Est-ce qu'il y a une nouvelle taxe, cette fameuse taxe carbone? Tobin. Oui, voilà, la taxe Tobin qui devait être travaillée... Qui taxe les marchés, les flux financiers. Exactement. Donc ça aussi, c'est passé à l'oubliette. Ça veut dire qu'effectivement, il y a 100 milliards, mais on ne sait pas qui va en profiter et comment ça va fonctionner. Donc ça reste des chiffres. Et là aussi, place aux actes. Moi, j'applaudirais quand, effectivement, je verrai une politique internationale, quand je verrai une taxe carbone, quand je verrai une politique nationale aussi qui nous dise, effectivement, même par exemple... La dernière loi de transition énergétique, très bien. Diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, très bien. Réduire de 40% en 2030 nos émissions de gaz à effet de serre, très bien. Maintenant, comment on fait pour atteindre cet objectif? Même le ministère, ils n'ont aucune idée si c'est possible d'atteindre ces objectifs. Donc ça veut dire que derrière, quand on parle de ce que vous disiez, zéro carbone sur la mobilité, c'est pas simplement... là, par exemple, lorsqu'on parle du diesel, c'était un peu le débat il y a quelques mois. On se disait, on était sur l'essence, on est passé sur le diesel. Ah, puis on se rend compte qu'effectivement, il y a des décès, il y a de la pollution. On va revenir sur l'essence. Mais ça, c'est un modèle qui est périmé. C'est le modèle du XXe siècle. Ça veut dire que ce modèle n'est pas duplicable chez nous en France et pas duplicable dans d'autres pays. Donc il va falloir sortir de ce système pour aller sur le zéro carbone. Ça va passer sur du télétravail, ça va passer sur des modes doux, le vélo, les transports en commun, ce que fait Grenoble par exemple, d'où je viens. Et ça gronde à Grenoble aussi parce que c'est un modèle radicalement différent. Ça va passer sur des véhicules électriques, sur les 100-200 premiers kilomètres et puis sur du gaz renouvelable derrière. Mais quand je regarde autour de moi, aujourd'hui, quand je viens, mais je vois les mêmes véhicules qu'il y a 20 ans. Je vois les mêmes avons qu'il y a 20 ans.
Maintenant, c'est place aux actes. Comme sur l'habitat, zéro carbone au niveau de l'habitat, c'est colossal. Alors il y a très peu de temps, j'étais avec Thierry Salomon, je ne sais pas si vous le connaissez, Thierry Salomon, qui travaille sur les négawatts. Vous connaissez, achetez son livre aussi qui est fabuleux, qui est très accessible, qui nous dit que c'est possible de diviser par 4 nos émissions en 2050, d'être neutre en carbone. Par contre, il va falloir également travailler sur les bâtiments, que ces bâtiments soient passifs, voire positifs. Il m'a fait visiter son entreprise, un bâtiment positif, ça veut dire qu'il produit plus d'énergie que ce que le bâtiment consomme. Par contre, il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, il y en a combien en France ? Il va falloir généraliser ce type de bâtiment. Et puis que nos bâtiments anciens, moi le premier, j'habite un appartement, on puisse les isoler. Et c'est l'ensemble des bâtiments français qu'il va falloir isoler. Donc ce n'est pas simplement 1 ou 2 bâtiments. Donc il va falloir massifier tout ça. Et on ne prend pas cette trajectoire. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'à part le succès diplomatique, rien. Tant qu'il n'y a pas d'acte, aucun autre succès pour l'instant. Place aux actes. En fait, on verra, c'est l'avenir qui va nous dire si on était vraiment sur un accord historique ou pas. C'est-à-dire, est-ce que les engagements vont se concrétiser réellement sur des actes ? On va le voir dans les 5-10 ans, on va le voir très clairement. Déjà, il y a un premier bilan qui va être fait. Premier bilan de l'accord à travers les engagements qui va être fait en 2023. Donc c'est loin, ça aussi c'est très loin. Et si on ne renégocie pas ces engagements aussi à la hausse, non pas en 2023 ou 2025, mais avant 2020, on est dans le mur. Totalement pour les 2 degrés, on ne les atteindra pas. Ça veut dire que dans les 5 ans qui viennent, il va falloir reprendre des engagements qui nous mènent sur ces 2 degrés. Au moins que la cible soit sur ces 2 degrés et pas sur les 3 degrés. Et puis derrière, il va falloir se bouger à tous les niveaux. Il y a des pays qui avancent. Souvent, on parle de la Chine, par exemple. Mais la Chine, par exemple, c'est le pays qui a le plus grand parc éolien au monde. La Chine. C'est le pays qui produit le plus d'énergie hydroélectrique au monde. La Chine. Et le charbon aussi. Le charbon aussi, mais c'est le pays qui a le plus d'investissements verts au monde, la Chine. Donc il y a certains pays qui agissent à un certain niveau. Donc nous aussi, la France, si on veut rester, on est 6e puissance économique au monde, si on veut rester dans un certain confort et effectuer cette transition énergétique, souvent ce que je dis, c'est que les nouveaux rois du pétrole, ce seront les pays qui auront fait cette transition énergétique le plus rapidement possible, qui seront indépendants énergétiquement. À nous de prouver qu'on est capable de le faire. Il y a 2 composantes majeures de l'enjeu climatique planétaire dont vous parlez dans le livre et dont on parle quand même finalement assez peu. C'est la croissance, parce qu'aujourd'hui vous dites qu'on ne peut plus être sur le schéma de croissance qu'on a connu au cours du XXe siècle, et le schéma démographique, 82 millions d'humains supplémentaires sur la Terre chaque année, c'est énorme. Et là, vous dites on ne peut pas continuer comme ça, mais là, on part sur des mesures qui sont encore plus difficiles peut-être à mettre en place. Là, on parle de réduire la démographie mondiale. Et en plus, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire, je le reprends dans le livre, mais c'est l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui nous dit qu'il y a 2 variables qui accélèrent ce changement climatique. C'est la croissance. Juste avant de venir, je suis passé à l'hôtel, j'ai mis BFM. On disait la croissance était en recul, on est content, les Français vont acheter à Noël, etc. Mais là, on va dans le mur. On va dans le mur avec cette croissance qui est basée sur le modèle du XXe siècle. Donc il va falloir sortir de ce modèle de croissance, aller vers ce qu'on appelle une croissance verte. Ça peut être une décroissance, des croissances sélectives, mais ce n'est pas duplicable pour nous. Ça veut dire qu'en 2050 ou 2100, on ne pourra pas avoir ce même type de croissance, puis on ne peut pas l'appliquer aux autres pays. Parce que chaque production, chaque consommation, c'est de la production d'énergie. Derrière le micro, derrière un vêtement, on sait très bien que ce n'est pas du coton bio, que ça vient de l'autre côté de la planète, etc. Donc à chaque fois qu'on consomme, ça veut dire qu'on produit, comme nous par exemple, ce qu'on achète majoritairement, ça vient de Chine, et la Chine produit avec aussi du charbon. Donc on sait très bien que à chaque fois qu'on consomme, il y a des émissions de gaz à effet de serre derrière. Donc il va falloir découpler, décorréler
la production avec nos émissions de gaz à effet de serre, décorréler le PIB, ce fameux PIB, avec nos émissions de gaz à effet de serre. Peut-être qu'on est au début, mais en tout cas, c'est un système différent à inventer. Et c'est ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on a tout inventé. Ça, c'est vraiment le côté positif. C'est qu'on a un modèle nouveau à inventer. Cet après-midi, pour venir aux collégiens, ils me disaient, mais comment on va faire? J'aurais dit, on a quelques billes, quelques éléments, mais c'est à vous d'inventer ce monde-là, et c'est fabuleux de se projeter dans des véhicules totalement différents, dans des bâtiments différents. On a tout inventé, même Internet. Internet, ça a quoi? Ça a 15 ans, 20 ans. Et maintenant, ça nous paraît une évidence, et il y a des évidences qui vont arriver, qu'il va falloir créer rapidement. Donc effectivement, la croissance, c'est une des variables. Et puis l'autre croissance, qui est un grand tabou en France, un grand tabou, moi j'en parle vraiment librement, c'est la démographie. C'est-à-dire 82 millions en plus chaque année. On est 7 milliards aujourd'hui. Ça a été réévalué à la hausse en 2100 au niveau de l'ONU. On sera plus de 11 milliards 2. Forcément, pour être à zéro carbone, si on est 2 milliards, 7 milliards ou 11 milliards, la difficulté est quand même complètement différente. Donc il va falloir à un moment donné qu'on se pose cette question sur la démographie, à la fois dans les pays du Sud, en Éthiopie. L'Éthiopie, 2 fois plus de personnes dans 35 ans. 100 millions aujourd'hui, 188 millions, pratiquement 200 millions en 2050. Donc vous voyez bien qu'au niveau du point d'eau, ça va être assez compliqué. Donc il va falloir travailler avec eux, ce que fait Oxfam avec le gouvernement dès aujourd'hui sur l'émancipation des femmes, sur la contraception, sur les systèmes de retraite, sur l'éducation. On aura les deux. On aura le développement humain, social et les changements climatiques où on n'aura ni l'un ni l'autre. Donc il faut travailler avec eux, travailler par exemple au Bangladesh. J'étais assez surpris où la transition démographique est déjà faite. Alors il y a une inertie telle qu'il y a au Bangladesh 160 millions de personnes, ils attendent 60 millions de personnes en plus en 2050, dans 35 ans. Par contre, ils sont à peu près sur une variable, j'aime pas trop cette variable, mais c'est 3 enfants par femme. En Éthiopie, ils ne sont pas sur ce concept-là, c'est plutôt 6 enfants par femme. Donc il va falloir travailler sur la démographie. Et si on regarde les pays du Sud, il va falloir se regarder nous aussi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si à tout, ils sont 2 fois plus nombreux, 2 fois 0, ça fait pratiquement 0. Par contre, nous, chaque Français qui arrive, et ma fille qui a 6 ans aussi, on est plutôt sur 6 à 7 tonnes de gaz à effet de serre. En France, en 2060, dans 45 ans, c'est demain, 12 millions de personnes en plus qui vont consommer. Et pour être sur cette neutralité carbone, ce sera encore plus compliqué. Donc, est-ce que simplement on l'aborde dans un débat, cette démographie, où on l'occulte et on laisse partir la variable, et c'est une variable libre. J'ai l'impression que personne l'aborde, ni Nicolas Hulot, ni Pierre Rabhi, ni les élus. Par exemple, la prochaine présidentielle, ce serait intéressant de se dire la gauche, la droite, le FN, Front de gauche, écologique, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect démographique? Par contre, quand on tire le fil, c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser des familles de 3, 4 enfants, est-ce qu'on va aider, etc. Mais à minima, il faut se poser cette question. Voilà. Ce que se pose par exemple la Chine aujourd'hui. Ils étaient sur l'enfant unique, ils reviennent à plus, mais en tout cas j'ai l'impression, peu importe, on est d'accord ou pas, moi le premier, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils essayent de diriger cette trajectoire démographique. Nous on le fait pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la croissance. Chaque fois qu'il y a des millions de Français en plus, on se félicite d'être de plus en plus nombreux, d'être bientôt sans doute le premier pays européen. Moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis mince, pour le changement climatique, ça va être encore plus compliqué, sachant qu'aujourd'hui, en France, il y a 8 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, on n'arrive pas à créer des crèches, on n'arrive pas même à faire manger tous les Français. Donc, encore plus de personnes, ça va être encore plus compliqué, notamment pour cet aspect climatique. Vous citez à la fin du livre Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, et c'est vrai que c'est étonnant quand même que sur ce combat qui est décisif pour l'avenir de la planète, il n'y ait pas une figure qui est émergée dans le monde. Ou est-ce qu'il y en a mais qu'on ne les connaît pas, elles ne sont pas médiatisées? Dans le monde et même en France. Même en France. Ouais. J'avais un débat il n'y a pas très longtemps avec Cyril Dion, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait le film Demain, que j'ai pas encore vu, mais qui a l'air... Pas Céline Dion, Cyril Dion. Cyril Dion, pas Céline Dion.
C'est autre chose. C'est ouais, autre chose, c'est ouais. autre chose, ouais. Mais Cyril Dion, qui a fait ce film, allait le voir et on se posait cette question. Et moi, je lui disais, mais c'est incroyable que nous, écologistes, combattants climatiques, peu importe, société civile, tous ceux qui travaillons sur le changement climatique, on n'arrive pas à être solidaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que chacun fait son petit film, son petit livre, et moi le premier, moi j'essaye d'en vivre. J'ai les épaules toutes petites par rapport à l'énorme film que j'ai fait. J'ai eu aucune subvention et je veux dépendre de personne. C'est un point important. J'ai pas envie de dépendre d'une multinationale, d'une structure. J'ai envie de dire aussi ce qui me plaît, de pas être contraint. Mais c'est incroyable qu'on n'avance pas soudé, qu'on n'avance pas en bloc. Et c'est ce que j'avais proposé au début de l'année, au mois d'avril-mai. J'ai lancé un appel depuis Grenoble. Vous avez repris une partie du texte de cet appel de Grenoble. Et j'ai dit, voilà, il y a un appel. Peu importe qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit jeune, pauvre, qu'on soit pro-nucléaire, anti-nucléaire, qu'on veuille sauver les ours ou sauver la planète. On est tous sur la même planète, on mène tous le même combat. On va signer ensemble cet appel. On va aller au Trocadéro à Paris et on va dire, il y a un problème majeur au niveau climatique. Personne n'a voulu signer cet appel. Tout le monde avait une bonne raison, que ce soit Nicolas Hulot qui me disait ah ben non, l'appel à travers sa fondation, ça sert à rien. Et puis 6 mois derrière, ils font un appel aussi. Donc voilà, ils avancent un peu en solitaire. Même ce qu'il fait, c'est extraordinaire, hein, c'est colossal. C'est le seul qui se mouille véritablement, donc c'est bien. Mais Yann Arthus Bertrand, il fait ses films, moi je fais un film, Pierre Rabhi fait ses livres, ses films. Chacun a son petit business écologique et on n'arrive pas à avancer soudé. Et si effectivement on n'arrive pas à être solidaire dans nos associations pour montrer aussi ce qui se fait au niveau du Conseil général, au niveau des territoires, je pense qu'on va perdre le combat. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on se regroupe pour qu'il y ait une figure ou plusieurs figures qui tapent du poing. Voilà. C'est trop important. Et c'est aussi un de mes messages. C'est-à-dire que souvent, on me dit, mais comment vous voyez dans 10 ans ou 20 ans ? Et je pense que si dans 20 ans, je suis toujours là à faire des films et à dire « Ah ben regardez ce qui se passe en Éthiopie, regardez en France, regardez la transition énergétique », ça voudrait dire que financièrement, je n'ai pas réussi à en vivre suffisamment, mais que d'une certaine façon, j'ai loupé le combat. Parce qu'on ne peut pas simplement faire des films toute sa vie et dire voilà, j'ai fait ma part. C'est trop important, ce changement climatique, pour dire je vous l'avais dit. Et puis on passe à autre chose et on fait un prochain livre, etc. Donc maintenant, il faut s'impliquer davantage et il faut monter au créneau. Effectivement, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui a un certain courage pour aller au combat. Et ça peut être aussi du combat politique. Ça veut dire que je prends l'exemple de Grenoble. Éric Piolle, peu importe, moi je dépends vraiment de personne. Mais par exemple, Éric Piolle, à Grenoble, était un militant, comme beaucoup, et il avait un certain discours, et puis il disait il faut faire, il faut faire, il faut faire, et finalement ça ne se faisait pas. Et au bout d'un moment, il était à la région, et maintenant il est maire de Grenoble. Et forcément, la transition énergétique à Grenoble, elle avançait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc il va falloir que des personnes, et moi le premier, je me mets aussi dedans, aient un certain courage, peut-être aussi pour faire de la politique. Et j'admire aujourd'hui les élus, parce que c'est compliqué avec une baisse des dotations, etc., pour faire de la politique. Mais il faut s'engager. Et ça, c'est aussi un message pour vous, dans la salle. Aujourd'hui, par rapport au changement climatique, on ne peut pas simplement sortir de cette salle et se dire « oui, j'ai compris ce que c'est ». On ne peut pas simplement rester spectateur. Il faut qu'à un moment donné, si vous pensez que c'est un sujet majeur qui conditionne tous les autres problèmes alimentaires, agricoles, les migrants, la paix simplement sur la planète, on ne peut pas rester spectateur et il faut agir à votre niveau. Ça peut passer par des petits gestes, voilà. Ça peut passer par un engagement associatif, un engagement politique, mais aujourd'hui, on ne peut pas simplement rester spectateur. Moi, j'ai une fille qui a 6 ans. Elle aura mon âge, j'ai eu 40 ans cette année, elle aura mon âge en 2050. Et il va falloir qu'en 2050, quand elle me dira « mais papa, le changement climatique, tu savais là, tout ce qui arrive, la paix, tout ça », il va falloir déjà que je me regarde en face et ensuite que je lui réponde. Et donc, il va falloir vraiment être acteur à nos niveaux. On ne peut pas simplement rester passif aujourd'hui.
Et je reviens à cette phrase des Podemos qui ont fait la même chose en Espagne. Ce qu'ils disaient, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils introduisaient, ils disaient on en a marre d'en avoir marre. Et on est tous là à ce moment donné. Et aujourd'hui, eux, ils en avaient marre. Donc, ils ont commencé à travailler à la télévision. Et puis, ils ont travaillé avec les élus. Et puis, ils sont à la place des élus et ils agissent. Donc, si on en a marre d'en avoir marre, c'est à nous d'agir. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir. Il n'y a pas une figure emblématique qui va venir et qui va faire le travail pour nous. Donc, c'est à nous, véritablement, de prendre la main. Au niveau associatif, au niveau citoyen, au niveau politique, mais c'est à nous d'agir et c'est maintenant, c'est pas simplement dans 20 ou 30 ans, c'est tout de suite. Le DVD et le livre, pour ceux qui vont se le procurer ce soir, ça vous permettra de financer vos nouveaux projets, notamment celui dont vous avez parlé tout à l'heure, avec les élèves. Oui, moi, mon but, c'est bien sûr de massifier. Moi, j'en ai marre d'en avoir marre, donc je vais lancer un gros projet. J'ai essayé de lancer un projet avec l'éducation nationale. Ça fait 1 an que j'attends la validation de mon film. Donc au bout d'1 an, j'en ai marre d'en avoir marre et je vais m'appuyer sur des territoires, notamment le Conseil général, si vous voulez venir avec moi. Là, on va lancer et le but, c'est de partir avec des milliers d'établissements au niveau français dès septembre 2016. Et on massifie et on avance à notre niveau. Et effectivement, il y a le livre qui vaut que 5 €. Nous aurions dû rester des singes. Et moi, j'ai pas de partenaire. Se dire qu'il y a 2 partenaires qui m'ont suivi, s'il y a des partenaires, c'est Oxfam. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis il y a l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui est l'entité des Nations Unies qui fait autorité pour tout ce qui concerne ce climat. Mais je veux rester indépendant financièrement, justement pour dire ce que j'ai envie de dire. Mais c'est un combat qui est aussi un combat quotidien, simplement pour le financier. Et c'est assez complexe aussi. Et merci, je vous remercie de me permettre de venir et permettre d'exprimer aussi mes propos et de parler du changement climatique. Je vais terminer en lisant quelques lignes de la page 10 de votre livre. Aussi loin que l'on observe jusqu'aux confins de l'univers, on ne trouve rien d'autre que du vide, de la poussière et quelques cailloux, mais jamais la queue d'une souris ni la feuille d'un arbre, pas plus de poissons, d'oiseaux, de champignons, de fleurs, d'insectes et encore moins de cerveaux humains. La vie n'est pas la norme, c'est l'exception. Il faut que l'on mesure chaque jour l'opportunité unique que représente l'émergence de l'humanité dans ce coin du cosmos immense et froid. J'exprime donc haut et fort ma gratitude à l'attention des volcans, des océans, de l'atmosphère, des météorites, de toutes les circonstances majeures ou imperceptibles qui ont conduit sans le vouloir à l'avènement de l'humanité. Je fais aujourd'hui partie, comme vous, de la 350 millième génération de la lignée humaine, celle qui assure la continuité de l'espèce humaine comme les générations précédentes l'ont réalisé avec succès avant nous depuis plusieurs millions d'années. Soyez-en persuadés, l'expérience inédite que l'on perpétue de génération en génération ne se reproduira sans doute pas. Ne la gaspillons pas. Merci beaucoup, Gaël Derive. Merci. Merci.